je laisse la place pour le professeur Rome. Bonjour à tous. Alors un grand merci et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir participer à cette session de l'Académie de chirurgie aujourd'hui. Je vais vous parler des nouveautés techniques en pathologie ventrale. Alors, c'est vrai que pendant de très nombreuses années, la chirurgie de la paroi était considérée comme une chirurgie simple, reléguée à l'interne, à la fin de l'intervention. Mais c'est une chirurgie en fait qui concerne des patients qui sont de plus en plus complexes, avec de multiples comorbidités, hein, des patients obèses, avec des multiples récidives, avec des patients avec des pertes de droits de cité. Et donc c'est pas une chirurgie qui est simple, au contraire. Et depuis les 10 à 15 dernières années, finalement, il y a eu de grandes nouveautés, tant sur le plan technique que sur le plan des matériaux que l'on utilise et aussi sur la stratégie globale de la prise en charge que l'on verra tout à l'heure. Et donc, au final, en fait, on change de paradigme puisque la chirurgie de la paroi, ce n'est plus fermer un défect, hein, qui n'est plus un objectif suffisant, mais c'est restaurer, en fait, la fonction qui est devenue donc l'objectif central. Et donc, au cours de cette présentation, on verra trois révolutions. La première, c'est une révolution stratégique et conceptuelle. La deuxième, c'est une révolution reconstructrice. Et enfin, on verra la révolution technique. Sur le plan stratégique et conceptuel, donc on va voir donc la période pré, per et post-opératoire. Alors ce sont des choses qui vont probablement être un peu répétées lors des prochaines présentations, mais sur le plan préopératoire, une des nouveautés, c'est l'utilisation de la toxine botulique avant l'intervention chirurgicale. Donc vous pouvez voir effectivement sur donc ce premier scanner un défect pariétal de plus de 10 cm de large. Et donc, dans ce cadre-là, on peut injecter de la toxine botulique au niveau des muscles larges de l'abdomen. Donc, on fait en fait 3 injections de façon bilatérale. On va injecter le muscle transverse, le muscle oblique interne et le muscle oblique externe. Donc, le but de la toxine botulique, ça va permettre de paralyser en fait les muscles et ça va entraîner en fait un étirement du muscle qui va permettre, dans le deuxième temps opératoire, qui sera la cure d'éventration, qui est réalisée 4 à 6 semaines après, de pouvoir fermer l'abdomen. Alors là, je vous ai mis donc un petit cas clinique sur un patient d'origine afghane, hein, qui avait eu une plaie par arme à feu dans son pays, avec donc une éviscération, hein, avec l'aspect typique de cet abdomen, donc un défect pariétal qui est relativement large. Et donc on a injecté de la toxine botulique et vous voyez que 4 à 6 semaines après, on a donc un allongement, on voit cet amincissement des muscles, un allongement, hein, où on arrive à gagner à peu près 3 ou 4 cm de chaque côté et donc avec une facilité beaucoup plus importante, hein, pour la cure d'éventration. Alors ensuite, on a aussi donc développé de façon plus importante, hein, les algorithmes de la prise en charge de ces patients. Donc quand on a une éventration, en fait, on va mesurer le volume de l'éventration par rapport à la cavité abdominale. Et donc on va mesurer un ratio. Si, hop là, excusez-moi. Si donc si ce ratio est inférieur à 20%, c'est-à-dire qu'il y a moins de 20% du contenu intestinal à l'extérieur de la cavité abdominale et que la largeur de l'éventration fait plus de 10 cm, on va pouvoir injecter de la toxine botulique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et faire la cure d'éventration 4 à 6 semaines après. Si on a donc... C'est dommage, ça passe pas... Ah. Si le volume de l'éventration sur le volume de la cavité abdominale est supérieur ou égal à 20%, ça veut dire qu'il y a une perte de droit de cité. S'il y a une perte de droit de cité, quand on va réintégrer tout le contenu digestif en intra-abdominal, eh bien, il y a un risque de syndrome du compartiment abdominal, c'est-à-dire une défaillance multiviscérale, et un risque donc de décès du patient. Donc là, on injecte de la toxine botulique et on fait un pneumopéritoine préopératoire. Donc là, c'est dommage, effectivement, si la vidéo marchait, ben, vous verrez l'exsufflation de ce pneumopéritoine. En général, on gonfle
1 litre d'air toutes les 48 heures pendant 3 semaines avant l'intervention. Donc, en gros, on arrive à 9 litres à peu près avant l'intervention. Alors ça, c'est pas nouveau. Effectivement, ça existe depuis pas mal de temps. Mais effectivement, c'est cet algorithme de prise en charge qui a été un peu plus fluidifié. Alors, il y a aussi l'optimisation préopératoire. C'est vrai que pendant de très nombreuses années, en fait, on n'a pas tenu compte finalement de cette nécessité d'optimiser avant l'intervention les patients avec des morbidités importantes. Et c'est vrai que souvent, ce sont des patients qui sont obèses, tabagiques actifs, diabétiques, non équilibrés. Et donc, au final, il va falloir qu'on équilibre le diabète, qu'on arrête le tabac. Et en ce qui concerne l'obésité, on va pouvoir, par exemple, faire de la chirurgie bariatrique en néoadjuvant, en quelque sorte, de la cure d'éventration. On peut aussi utiliser les nouvelles molécules, qui sont les analogues du GLP-1 dans la prise en charge de cette obésité. Alors, concernant la période péropératoire, bien effectivement, il faut fermer l'abdomen. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont déjà anciennes. Donc, par exemple, on peut faire une colectomie droite pour gagner en contenu. Bon, ça, c'est pas nouveau. Les incisions aponévrotiques, les incisions de Clotho-Prémont, ça, c'est des choses qui sont déjà aussi connues depuis longtemps. L'utilisation du sac d'éventration pour pouvoir fermer sont aussi des techniques qui sont déjà connues. Et donc, à tout prix, il faut qu'on arrive à éviter de faire un bridging entre les deux aponévroses, parce qu'effectivement, les résultats sont mauvais. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a développé les techniques de séparation des composantes de la paroi musculaire. Alors, la technique de séparation de composantes de paroi musculaire antérieure, c'est la technique qui est appelée la technique de Ramirez. Ça, elle est connue depuis les années 90. Ça consiste en fait à couper l'aponévrose du muscle oblique externe pour gagner en fermeture au niveau de la ligne médiane. Donc, l'objectif de cette séparation des composantes musculaires, c'est de pouvoir fermer la ligne médiane sans tension. Et donc, on va pouvoir restaurer la ligne médiane. Et le but, en fait, c'est de mettre une prothèse en position rétromusculaire. Ce qui est nouveau, en tout cas plus récent, c'est l'approche postérieure. C'est la technique TAR pour Transversus Abdominis Release. Ça consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste en fait à couper le muscle transverse et à passer entre le péritoine et le muscle transverse. Ça va nous permettre de gagner plusieurs centimètres pour pouvoir fermer la ligne médiane et de pouvoir mettre la prothèse en position rétromusculaire. En fait, on passe entre le péritoine et le muscle transverse parce que c'est un endroit où il n'y a pas les pédicules vasculo-nerveux, puisque je vous rappelle que les pédicules vasculo-nerveux se trouvent entre l'oblique, le transverse et l'oblique interne. Donc le TAR permet en fait, en toute sécurité, de pouvoir gagner en espace et de pouvoir mettre la prothèse en position rétromusculaire. Et on arrive en fait à faire des éventrations qui sont majeures avec un patient avec une éventration historique où donc on l'a préparé avec Botox, Goni Moreno, avec donc une séparation des composantes musculaires postérieures, on arrive en fait à réparer cette éventration. Alors je vous rassure, chez ce patient, on a fait aussi une colectomie droite complémentaire pour pouvoir rentrer tout ça à l'intérieur de la cavité abdominale, mais on arrive à faire des choses qui sont assez exceptionnelles. Et donc en final, ça donne des choses qui sont quand même très satisfaisantes. Et donc en post-opératoire, eh bien, il y a tout ce qui est réhabilitation améliorée après chirurgie, donc qu'on connaît aussi pour la chirurgie colorectale, etc. Donc qui est aussi appliqué pour la chirurgie de la paroi. Et bien sûr, on est de plus en plus dans la chirurgie ambulatoire avec des éventrations qui sont très volumineuses qu'on arrive à opérer en ambulatoire aussi. Alors, ce qui est aussi relativement nouveau, c'est l'utilisation des prothèses en prophylaxie. C'est-à-dire que quand on a une laparotomie, le risque d'avoir une éventration quand on fait une laparotomie, il est de l'ordre de 20%. Donc, pour éviter effectivement ce risque d'éventration, eh bien, on utilise de plus en plus des prothèses prophylactiques et notamment chez les patients qui sont à risque, c'est-à-dire qui sont en surpoids ou par exemple qui ont un anévrisme de l'aorte abdominale qui est aussi un facteur de risque d'éventration. Et donc, vous voyez qu'effectivement, le fait de mettre une prothèse en prophylaxie après une laparotomie diminue de façon très significative le risque d'avoir une éventration. Donc on peut mettre cette prothèse en rétromusculaire, on peut mettre cette prothèse en sous-cutanée. Voilà. Et donc effectivement, l'utilisation de ces prothèses prophylactiques, ça a montré un bénéfice tant sur la chirurgie colorectale, hépatobiliaire, pancréatique, en chirurgie d'urgence.
Donc effectivement, c'est probablement quelque chose qui est l'avenir, avec une diminution du risque d'éventration quand même significative, puisqu'on arrive à diminuer de moitié le taux d'éventration après une laparotomie. Alors vous allez me dire, avec la chirurgie mini-invasive, on utilise de moins en moins la laparotomie. C'est vrai, mais la laparotomie reste quand même, on réalise quand même très souvent des laparotomies quand même encore en France. Alors, on pourrait croire que l'utilisation d'une prothèse en prophylaxie augmente le taux de complications et notamment le risque de complications infectieuses. Eh bien, vous voyez que le risque d'infection du site opératoire, finalement, eh bien, il n'y a pas plus de risque d'infection du site opératoire si on met en place une prothèse en prophylaxie. C'est vrai que ça augmente un petit peu plus le risque de sérum ou de complications du site opératoire, mais sans nécessiter forcément de réopérer le patient. Voilà, donc maintenant on va passer à la révolution reconstructrice. Alors, effectivement, je pense que la chirurgie de la paroi, alors on va changer là aussi de paradigme et notamment sur l'utilisation des filets prothétiques. Alors, il y aura un topo spécifique sur le filet prothétique, mais en tout cas, moi, dans ce que je pense pour le futur, c'est que la prothèse, mais je parle alors du ventral, hein, pas de l'inguinal, la prothèse peut-être qu'elle serait qu'un adjuvant en fait finalement à la reconstruction de la paroi abdominale, rendant caduque finalement la nécessité d'avoir une prothèse qui est non résorbable. Donc, sous réserve, bien sûr, de mettre en place un filet en position rétromusculaire. C'est vrai que si on reconstruit l'anatomie correctement et qu'on met en place un filet, peut-être que finalement, cette prothèse n'a pas forcément besoin d'être non résorbable et de rester à vie chez le patient. Et puis, effectivement, ça peut servir de matrice à la reconstruction sans nécessiter d'avoir une prothèse non résorbable. Et c'est vrai que la littérature va dans notre sens. Alors, bien sûr, ce sont des études qui ne sont pas forcément prospectives, randomisées, qui vont nécessiter de plus amples études dans le futur. Mais c'est vrai que finalement, quand on regarde les études sur des prothèses lentement résorbables, on a des taux de récidive qui sont globalement similaires aux prothèses synthétiques, hein, de l'ordre de 15% à 5 ans. Et finalement, on peut se poser la question de savoir s'il va y avoir un changement de paradigme dans le futur sur ces prothèses qui sont lentement résorbables ou sur des matériaux intelligents qui vont s'adapter en fait aux patients et à la situation. Je vais terminer ce topo sur la révolution technique. Et donc, on ne peut pas parler de révolution technique sans parler de techniques mini-invasives et notamment de techniques robotiques. Alors, bien sûr, le choix va être guidé par la taille du défect, par le terrain du patient, bien sûr, et par l'expertise de l'équipe. Alors, on n'utilise pas le robot pour mettre en place des prothèses en intrapéritonéal. Il n'y a vraiment pas d'intérêt d'utiliser une prothèse, d'utiliser un robot pour mettre en place une prothèse intrapéritonéale qui pourrait être mise en place en célioscopie. Par contre, des techniques un petit peu plus difficiles hein, sur le plan célioscopique, hein, parce que effectivement l'ergonomie de la célioscopie ne permet pas forcément de travailler au plafond au niveau de la paroi abdominale. On peut mettre en place la prothèse en pré-péritonéal. Ce sont les techniques qu'on appelle VTAP. On peut utiliser les techniques TARUP hein, qui ont été développées notamment en Belgique par le docteur Muisoms, où on voit effectivement, on passe en intrapéritonéal, on va couper la peaunévrose du muscle droit, comme vous le voyez ici. Donc, on va passer dans le plan rétromusculaire pour mettre en place le filet, et donc on fermera le défect que l'on a créé avec le robot. Donc, c'est une technique finalement qui est un petit peu différente de la voie ouverte, hein, puisque en voie ouverte, on n'utilise jamais cette voie d'abord. Donc, c'est pour ça qu'elle est un petit peu décriée. Mais c'est vrai que le robot, du fait des facilités de suture et des facilités ergonomiques, on arrive à faire des choses que l'on n'arrive pas à faire en célioscopie. Et enfin, je pense que le but ultime du robot, c'est d'utiliser la voie extra-péritonéale, c'est la voie ITEP, où on va passer exclusivement en pré-péritonéal et en rétromusculaire pour en fait mettre en place la prothèse comme on ferait en voie ouverte, mais seulement avec quelques incisions. Voilà, donc je vous ai mis un petit exemple de cure d'éventration sous robot. Alors on utilise 3 bras. On va mettre les bras au niveau du flanc. C'est une éventration sur une stomie. Et donc on va faire donc un décollement pré-péritonéal et puis ouvrir donc la gaine du muscle grand droit.
Donc vous voyez effectivement sur le plan ergonomique, c'est relativement simple, mais ce qui est vraiment difficile, et notamment en chirurgie ouverte sur les cures d'éventration péristomiale, c'est de disséquer l'orifice de la stomie et notamment de passer en arrière de la stomie. C'est toujours un challenge, que ça soit en voie ouverte ou en célioscopie. Et c'est vrai que vous voyez qu'effectivement, avec l'ergonomie du robot, finalement, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on réduit l'éventration. Et puis, donc, la cure d'éventration va consister aussi à décoller l'espace en arrière de la stomie. Et vous voyez qu'on voit vraiment bien les choses. Et donc, ensuite, voilà, donc, vous voyez, on arrive à bien s'exposer. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est un peu plus simple qu'en voie ouverte où on est obligé de demander à l'interne de tirer fort pour arriver à s'exposer en arrière. Et là, je vais vous montrer aussi un TAR, donc une séparation des composantes postérieures. Donc, on utilise le verre d'indocyanine pour voir les pédicules vasculo-nerveux. Bon, on n'a pas vraiment besoin de verre d'indocyanine pour le voir, mais c'est un peu plus pédagogique. Et donc, on va inciser 1 cm en avant de ces pédicules vasculo-nerveux pour passer entre le muscle transverse et le péritoine. Et là, vous voyez que le plan, il est vraiment très fin. Et c'est vrai que en chirurgie ouverte, c'est toujours aussi un peu difficile. En robot, c'est aussi difficile, mais on arrive très bien à voir grâce au zoom aussi du robot et ça magnifie un petit peu la dissection. Voilà. Voilà, donc en conclusion, la chirurgie moderne de la paroi abdominale, c'est plus une chirurgie de rattrapage comme on pouvait voir dans le passé, mais c'est plutôt une chirurgie qui est une chirurgie d'anticipation. C'est une chirurgie aussi qui nécessite une stratégie. Et c'est une chirurgie surtout qui est fonctionnelle. Et donc l'enjeu finalement de la chirurgie des éventrations et de la paroi abdominale, c'est de reconstruire en fait la biomécanique de la paroi abdominale. Probablement que le futur, eh bien, on va utiliser probablement des biomatériaux intelligents qui vont pouvoir s'adapter aux patients, voire peut-être même à se résorber. C'est une chirurgie qui sera sur mesure. Et ça nécessite forcément une formation qui est dédiée. C'est pour ça qu'on a créé avec mes collègues le DIU de chirurgie de la paroi abdominale, qui est très qui a beaucoup où on a beaucoup de demandes et ça nécessite aussi qu'on reconnaisse la chirurgie pariétale comme une surspécialité en tant que telle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces notions finalement assez nouvelles. Enfin bon, le fait d'utiliser des plaques lentement résorbables, c'est nouveau quand même. La plaque prophylactique, c'est aussi nouveau. On n'a pas encore beaucoup de résultats dans ce domaine encore. Alors, on a effectivement des résultats avec des hauts niveaux de preuves, on n'en a pas, mais on a quand même beaucoup de résultats, en tout cas sur des études de registre ou rétrospectives en tout cas. Et effectivement, ça semble quand même très très intéressant. Alors, Oui, bonjour, félicitations, c'est Merci. tout à fait passionnant. Moi, j'ai une question pratique. Quel est le pourcentage de chirurgiens viscéraux tout venant, j'allais dire, qui font de la chirurgie prophylactique aujourd'hui? Alors en France, effectivement, la chirurgie prophylactique, elle a du mal encore à se trouver un espace. Pour plusieurs raisons. Alors c'est vrai qu'actuellement, on en reparlera probablement tout à l'heure, il y a une controverse sur les filets prothétiques, je pense que vous l'avez vu dans la presse. Et c'est vrai qu'on a eu probablement une éducation qui font que les chirurgiens rechignent un petit peu à mettre ces prothèses en prophylaxie en France. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, c'est des prothèses qui sont quand même largement utilisées. Pour compléter ce que tu dis, je crois qu'il y a aussi un problème de coût, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on demande à notre hôpital, à notre direction, c'est ce que je suis en train de faire pour essayer de faire des prophylaxies chez moi, on va voir la direction et puis les services financiers, on leur dit aujourd'hui, je vais mettre une demi-heure de plus, ce sera au coût, ce sera à la charge de l'établissement, et une prothèse de plus, ce sera aussi à la charge de l'établissement, parce qu'il n'y a pas de codage, il n'y a pas de code, et puis il n'y a pas de remboursement de tout ça. En fait, surtout, je pense que surtout le problème est là. Et puis ensuite, motiver nos collègues, pas uniquement en chirurgie digestive, mais tous ceux qui ouvrent la paroi abdominale,
d'apprendre la technique, parce qu'on va pas, nous, aller fermer toutes les parois de notre hôpital, quoi. Pour moi, c'est aujourd'hui les deux raisons majeures. Oui, Non, mais là, d'un point de vue médio-économique, on est gagnant, c'est gagnant, puisque si on arrive à diminuer de moitié le taux d'éventration, on gagne des millions et des millions d'euros, hein. alors pour la société, Oui. oui. Pour mon hôpital, non, parce que l'éventration va rapporter, quoi. Il va y avoir un acte. Il va y avoir un acte pour la prothèse prophylactique. J'espère que ça va augmenter le GHM aussi. Oui, alors ça, après, bon, on verra. Et justement, en termes de coût, la prothèse lentement résorbable, c'est plus cher parce qu'il y avait une époque où il y avait enfin, il y a encore des prothèses biologiques qui étaient très chères. Ah oui, Et là, alors les prothèses biologiques, on en utilise quasiment plus, en tout cas en France. Les prothèses lentement résorbables, elles ont un coût effectivement important, hein, ça c'est sûr. franchement, plus important que les Franchement, plus prothèses non important. résorbables. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez raison, c'est un sujet majeur sur le plan économique, hein, parce Ouais, que quand même, on est entre 250 000 et 300 000 cures. Alors, autant que ça marche la première fois quand même, hein. c'est sûr. Et je pense que les chirurgiens viscéraux, ils sont quand même assez éduqués pour les cures d'éventration, beaucoup plus que nos collègues qui font des laparotomies, encore pour je pense en particulier à la chirurgie vasculaire, où vous avez dit, je crois que les prothèses aortiques, tout ça, c'est des facteurs de risque. Ça, Oui. on en voit beaucoup de ces pathologies-là. Oui, Bernard. Oui, je discutais avec mon voisin, là, docteur Dufresnoy, sur le plan judiciaire. Une prothèse mise à titre préventif, si elle s'infecte, comment ça se passe? Que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? Après, le patient est informé des bénéfices, des risques, et voilà, si le patient est opposé à une prothèse prophylactique, on ne lui met pas. Oui, mais s'il y a une expertise et que l'expert Bah, de toute façon, n'est pas dans le move, on a les arguments dans la littérature qui font dire que... vous avez les arguments dans la ah oui, oui. littérature. Il y a des essais randomisés contrôlés prospectifs qui montrent le bénéfice de la prothèse, et quelle que soit la chirurgie, principalement dans les chirurgies aortiques, mais aussi dans la chirurgie colorectale qui effraie encore beaucoup les Français. Et les recommandations de la Société européenne à l'heure actuelle et probablement française quand elles sortiront sont aussi en faveur de cette prothèse prophylactique. Après, effectivement, l'expert et l'expertise, c'est un autre domaine, mais effectivement, le patient informé et les arguments scientifiques aujourd'hui sont suffisamment solides pour proposer cet acte en routine. J'ai envie de dire que la question, elle est inverse, en fait. Parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est quasiment recommandé, ah oui, la question, elle est inverse, parce que comme aujourd'hui, c'est quasiment recommandé, pourquoi, docteur, vous m'avez pas mis de prothèse préventive? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une éventration. En fait, pour moi, la question, elle est plutôt là aujourd'hui maintenant. On a dépassé le problème. C'est intéressant. Ouais. Moi, je voulais vous interroger sur ces voies latérales là, pour la cure des éventrations, le TARUP, là. Pour tout vous dire, j'ai essayé ces opérations par Célio, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai fait ça par robot, j'étais pas plus à l'aise. Et en particulier, j'ai un problème de recul, parce que le film que vous nous avez montré est absolument magnifique, mais la problématique, c'est pas tant le côté opposé aux instruments que le côté qui est juste. Enfin, comment vous apprenez ça Je vous-même? pense que la TARUP, ça a été une intervention qui a été décrite au début de la chirurgie pariétale robotique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, hein, et c'est pour ça que la ITEP est la procédure de choix, je pense, en robotique. Je pense qu'il faut éviter à tout prix la TARUP. Parce qu'en fait, on fait un geste que on ne fait pas en chirurgie ouverte. Et en fait, bon, non, ouais, on n'invente pas de nouvelles chirurgies. En fait, on essaie de reproduire ce qu'on fait en chirurgie ouverte et d'essayer de le faire au mieux. Donc, je pense que la TARUP, enfin, c'est mon point de vue, en tout cas, c'est pas un geste recommandé. Mais là, vous avez montré quand même des plans où la caméra est transversale quand même. Enfin, Là, j'ai montré une éventration péristomiale, donc c'est une éventration latérale. C'est pas la même chose qu'une éventration médiane. est-ce que vous avez d'autres questions? En visio non plus? Bien, ben, merci beaucoup. Merci à vous.